Donc dans le troisième volet, nous allons traiter, donc, dans les processus cognitifs, de la mémoire et des fonctions exécutives. Donc je vais commencer en fait par les processus de la mémoire. Donc ils sont de 3 ordres. Une fois en fait que vous avez perçu, alors ça peut être différents types de perception suivant vos sens, vous avez un encodage. Donc cet encodage, on verra qu'il peut être superficiel ou soit il peut être profond, sémantique. Effectivement, vous pouvez encoder quelque chose, une image qui n'a pas de sens pour vous, ou soit un encodage plus profond qui fera référence déjà à un concept. Donc ça fait référence à la mémoire sémantique. Deuxièmement, vous avez la partie stockage. La partie stockage, elle, il y a 2 parties. Il y a une partie passif, c'est qu'en gros, vous avez une rétention brève, c'est que vous pouvez conserver pendant 1 minute 7 chiffres. Voilà. Et encore, ça, si vous ne faites pas l'effort de vous souvenir de ces chiffres-là, ça va devenir très compliqué pour vous. Ensuite, vous avez un stockage qui est plus actif et qui permet la consolidation et ensuite la transformation. Première chose qui est très importante à se dire, c'est qu'une fois que j'ai encodé et que je vais stocker, il ne faut pas se dire en fait que ce stockage, même si je souhaite l'apprendre, eh ben, ce stockage en fait restera figé dans le temps. Ce stockage en fait va changer au fur et à mesure et il faut s'imaginer que si je ne le revois pas, ce stockage disparaîtra. Donc ce processus de consolidation et de transformation, il est perpétuel en fonction de la répétition de l'activation de la mémoire, mais également de sa transformation, c'est-à-dire que je peux avoir conscience d'un souvenir, je peux avoir conscience d'un concept d'une certaine manière, et par l'association, avec le temps, m'en souvenir d'une autre manière et plus du tout me rappeler en fait de la manière initiale. Et pourtant, je n'aurai pas conscience. Mon souvenir, ma mémoire en fait, sera transformée et fait qu'aujourd'hui, je stocke une information qui est différente. Donc, il ne faut surtout pas voir la mémoire comme un disque dur sur lequel on appuierait davantage et que ça pourrait ensuite consolider et rester figé. Non, c'est quelque chose qui s'efface, premièrement. Et même si ça ne s'efface pas, ça se consolide, ça se transforme avec les nouvelles expériences que je vis. Donc c'est quelque chose d'extrêmement en mouvement. Et dernière chose, en fait, c'est la récupération. Donc cette récupération, elle peut être inconsciente. Donc là, c'est des moments où je fais appel à ma mémoire, mais sans que j'en fasse appel à moi-même. Ou soit une récupération consciente. Et donc ça, pour faire, quand vous avez un souvenir ou quand vous avez un concept, vous pouvez soit donner un indice. Dans ce cas-là, consciemment, cet indice va vous faire chercher dans votre mémoire et vous allez trouver la réponse. Ou soit vous allez devoir si vous n'avez pas d'indice, mettre en place des stratégies qui sont très coûteuses d'un point de vue cognitif pour pouvoir récupérer cette mémoire-là. Et donc l'idée qui est très importante, c'est que la manière dont vous encodez, la manière dont vous percevez, vous encodez en fait cette information, eh ben, il y a un lien en fait avec la récupération. Effectivement, le contexte dans lequel vous allez l'encoder va avoir un lien avec la récupération. C'est-à-dire que l'indice que vous allez utiliser là, pour rappeler en fait, et pour consolider le stockage, ben, si vous essayez de récupérer avec un contexte complètement différent, sans aucun indice, ben, vous aurez du mal en fait à vous rappeler en fait de l'encodage, de vous rappeler en fait comment ça a été stocké, sous forme de quel code ça a été stocké. Donc c'est très important lorsqu'on veut récupérer, dans un premier temps, dans les premières phases de l'apprentissage, de la mise en mémoire, ben, de lier en fait la phase d'encodage avec la phase de récupération. Donc j'ai utilisé en fait pour avoir une vision globale en fait des processus mémoriels en fait le modèle Mnesis. Donc ce modèle Mnesis en fait utilise des entrées sensorielles. Donc forcément c'est la mémoire perceptive, c'est juste seulement la mémoire des formes. Avec ensuite cette mémoire perceptive donne des sens aux mots, donne des sens aux concepts, et donc ça c'est la mémoire sémantique. Et ensuite je vais avoir une chronologie dans le temps qui va me permettre d'avoir une mémoire épisodique. Donc j'ai à la fois juste la perception, cette mémoire sémantique, puis épisodique. Et en fait, le buffer épisodique est extrêmement important parce qu'il va classer dans l'ordre, dans le temps. C'est ce qui va faire nos souvenirs, à quel moment je me suis souvenu de ça, dans quel contexte, qui va pouvoir faire le lien entre cette perception et ces épisodes. Et donc j'ai deux
même dans cette étape-là, deux choses qui sont importantes. C'est que j'ai une sémantisation, c'est le moment où je donne du sens au mot, et j'ai une revivance, c'est-à-dire qu'en gros, je vais me remémorer d'une certaine manière. Donc pour se rappeler des choses, il y a deux manières. Il y a soit sur le concept en lui-même, si je l'ai bien intégré, ou soit sur le contexte sur lequel ce concept fait référence. Ensuite, je vais parler de la mémoire de travail. Ça, on le détaillera plus tard en fait, mais disons que la mémoire de travail est très liée avec l'attention, c'est-à-dire que c'est une mémoire en fait qui va se focaliser en fait sur surtout tout ce qui est visuel et spatial et phonologique, donc ce qu'on entend et ce qu'on voit particulièrement. Et donc là, notre attention là-dessus peut garder en mémoire un certain nombre d'informations liées à l'ouïe et liées à l'espace. Et ensuite, j'ai une troisième type de mémoire qui est la mémoire procédurale. C'est-à-dire la mémoire procédurale, c'est des choses dont on ne maîtrise pas, qui sont automatiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, lorsque vous conduisez, pourquoi vous arrivez à conduire en parlant, c'est que justement, lorsque vous passez la vitesse, c'est de la mémoire procédurale. Donc là, c'est de la mémoire perception-moteur, c'est que vous percevez et vous agissez. Est-ce que vous avez conscience est-ce que vous réfléchissez, lorsque vous passez à la vitesse, est-ce que vraiment vous vous posez la question de la conscience, de se dire, tiens, je passe ma vitesse, j'appuie? Non, vous faites instinctivement, naturellement, vous appuyez sur l'embrayage, vous passez la vitesse et vous repassez sur l'accélérateur. Donc là, c'est automatique. Or, pour que ici, cette mémoire de travail fonctionne, il faut que cette mémoire procédurale travaille bien pour tout ce qui est automatique. Comment l'élève pourrait-il résoudre, on le verra ensuite, un problème ou mémoriser certaines choses s'il est obligé, en mémoire de travail, de stocker trop d'informations? Si la mémoire procédurale, si l'automatisation de certaines tâches n'est pas faite, c'est impossible de dégager ses ressources pour pouvoir résoudre le problème. Parce que son cerveau sera capté par trop d'informations et donc ce problème ne pourra pas être résolu. Donc il y a le modèle de Miyake qui, derrière en fait ces différents types de mémoire, va mettre en œuvre ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, quand je reviens en fait par rapport à tout à l'heure, ça va être en lien avec l'administrateur central. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont moduler. Et on va parler en fait de trois grandes fonctions exécutives, l'inhibition, la flexibilité mentale et la mise à jour. Donc l'inhibition, c'est quoi? C'est la capacité à écarter les simulations non pertinentes de l'activité en cours, à s'empêcher de reproduire quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que, effectivement, si je prends un cas simple pour l'inhibition, si je vous marque ici le mot rouge, la correspondance entre la couleur et le mot fait que effectivement c'est quelque chose de très facile pour vous de dire ça c'est rouge. Si effectivement ici je vous remets vert, effectivement là ça vous paraît très simple. Si par contre ici je vous demande de me dire non pas ce qui est écrit mais la couleur, vous avez tellement l'habitude, disons que le processus procédural tellement fort de lecture est tellement prenant qu'au final, pour dire bleu, vous allez d'abord penser jaune dans votre tête, parce que c'est la lecture, c'est ce qui est plus fort dans notre cerveau, d'un point de vue automatique, pour ensuite inhiber ce que vous lisez, ce jaune, pour dire bleu. Si je vous dis donc ici, vous dites rouge-vert, vous aurez tendance à dire jaune. Non, c'est pas ce qui est écrit qui va venir en premier dans mon cerveau, ça il faut que je l'inhibe pour laisser passer l'autre réponse, c'est-à-dire le fait que ça soit écrit en bleu. Donc ça c'est pour l'inhibition. La flexibilité mentale, je reprends un autre exemple tout simple. C'est qu'à un moment, je vous pose des opérations, c'est-à-dire je vous pose 8 x 4, on pose 32, 11 x 10, 110, et à un moment, je continue, 8 x 7, 56. Et là, je pose en fait quelque chose de complètement différent. Je fais 132 moins 44. Et là, en fait, dans votre cerveau, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous vous êtes dit qu'ici, on parlait d'étapes de multiplication. Et donc, votre cerveau a commencé à développer une petite routine en disant, voilà, je sais que là, on se prépare à multiplication, donc
les neurones, elles sont toutes déjà activées et elles sont prêtes en fait à l'emploi. Or, en fait, si à un moment je change complètement, ou si j'aurais pu faire une division, si j'aurais pu faire par exemple 110 divisé par 10, dans tous les cas, ce n'est pas exactement la même type d'opération si je fais une soustraction, si je fais une division. Donc là, ici, je vais faire marcher ma flexibilité mentale. Cette capacité à changer de tâche cognitive de l'une à l'autre. Et effectivement, mémoriser quelque chose lorsque vous faites toujours la même chose n'est pas pareil que de la mémoriser lorsque vous changez consécutivement de tâche. Vous voyez bien que la mémorisation ne va pas du tout se faire de la même manière et consolider de la même manière en fait. Donc ça, c'est la deuxième fonction exécutive qui est très importante à mettre en place. Et qui va avoir un énorme impact sur la mémoire. Troisième chose, c'est lié en fait à la mise à jour. Donc la flexibilité mentale, je vous l'ai expliqué, c'est de passer d'un comportement à un autre en fonction des exigences de l'environnement. Et ensuite, la mise à jour, c'est rafraîchir le contenu de sa mémoire de travail, tenir compte des informations nouvelles qui sont transmises. Donc là, c'est pareil, c'est un peu plus difficile. Si, imaginons, je vous pose un contexte, je vous fais réfléchir dans ce contexte, donc vous élaborez un raisonnement sur ce contexte-là, et à un moment, je mets à jour le contexte. C'est-à-dire qu'il faut que je me rappelle du contexte d'avant. C'est la première chose, via l'attention. Mais sauf qu'il faut que je rafraîchisse ce contenu en me disant, tiens, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Et on voit bien que là, dans la mémoire, c'est compliqué parce que focaliser sur quelque chose de figé, c'est possible, mais focaliser sur quelque chose, sur les différences entre deux, si je vous montre par exemple, c'est un peu le jeu des 7 différences sur un tableau. Si je vous demande de me regarder les différences, vous allez voir que c'est assez compliqué de voir a priori directement toutes les différences et de tenir compte uniquement des informations nouvelles qui sont transmises. Et donc ça aussi, c'est une fonction exécutive qui va affecter la mémorisation, suivant la manière dont on va l'amener. Et la planification, qui est organiser une série d'actions visant à atteindre un but. Mais ça, on le verra plus dans la partie raisonnement. Donc, on va parler, une fois que je connais un peu la mémoire, j'ai la mémoire de travail, j'ai la mémoire de long terme. Dans la mémoire de travail, entre la mémoire de travail et la mémoire de long terme, j'ai la mémoire procédurale. Donc ça, c'est un petit peu en termes chronologiques, disons. Et après, la question, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, comment je mémorise? Quelles sont les stratégies de mémorisation que je peux développer? Donc, dans l'encodage, il y a différentes choses. Il y a l'encodage doit être spécifique. Il doit être riche. Si je fais un seul contexte, le code, en fait, je vais figer cette mémoire par rapport à une seule chose. Et je dois associer à différentes représentations. Là, je fais le lien avec la représentation des états somatiques, la représentation, en fait, des connaissances et des images liées aux faits. Plus ça sera diversifié, plus je fais des connexions neurales et donc je vais pouvoir élargir le champ de mes connaissances. Et donc l'efficacité, c'est en fonction de l'adéquation entre l'encodage et la récupération. On ne peut pas penser à ça. Quand on pense à ça, il faut penser aussi que cette richesse, ces associations et ces spécificités me serviront lors de la récupération, si on veut que ça fonctionne bien. Donc pour l'encodage, en fait, l'idée, c'est comme je vous ai dit, c'est de faciliter la récupération. J'ai un contexte, j'ai des indices, et ça me permet en fait de restituer facilement. Et donc là, ça met en confiance sur la mémoire, et ça consolide la mémoire de manière très très forte. Deuxième chose, c'est la récupération. Donc, pour les élèves, comment je facilite cette récupération en mémoire? On voit bien que des fois, il y a certains élèves qui ont des difficultés de mémorisation, qui ont des raisons multifactorielles en fait. Et tout le monde n'a pas le rythme d'apprentissage cognitif. Donc, il y a différentes implications sur les pratiques. Premièrement, on identifie si l'élève s'est bien projeté dans la situation, bien questionnement adéquat. Deuxièmement, on conçoit une progression du cours et des évaluations simultanément. C'est-à-dire que comme on a dit qu'il y avait une correspondance entre l'encodage et la récupération, si on met des indices, on peut l'aider à court terme, si on l'a mémorisé depuis une semaine. Au bout d'une semaine, il n'aura pas consolidé suffisamment pour l'avoir à long terme. Il ne fera toujours référence qu'à un contexte. Ce n'est pas possible de mémoriser au bout d'une semaine de manière durable. Donc, il va faire référence à un contexte, et vu qu'il fait référence à un contexte, lors de mon évaluation, je peux faire référence à ces indices-là pour l'aider. Parce que je sais que ce n'est pas encore rentré dans ses mémoires de long terme. Et donc, prévoir cette progression-là dans l'évaluation.
et pas lui demander au bout d'une semaine directement d'avoir une acquisition profonde des connaissances c'est en variant les contextes, en variant les indices qu'au fur et à mesure, ça va passer en mémoire de long terme. Et dernière chose, c'est ce que je disais, associer les contextes et les indices lors des évaluations, tant que la mémorisation n'est pas sémantique. Une fois que c'est sémantique, c'est dans la mémoire de long terme en tant que concept relié à plein d'autres concepts, et c'est pour ça que c'est important que chaque concept ait des contextes différents, des indices différents pour relier dans la mémoire en fait, qu'il y ait un tissage en fait de ce concept avec les autres. À court terme, ça c'est pas possible. Il fera des références toujours à des contextes et petit à petit ce tissage va se faire et les contextes vont s'éteindre pour faire place à un encodage plus profond qui est lié en fait au concept même et au lien avec les autres concepts, dissociés de tout contexte. Et donc là, on voit en fait que cette récupération en mémoire, si on ne fait pas attention, c'est en tout cas fait intervenir énormément en fait de processus. Fait intervenir le processus de perception et moteur, parce qu'à un moment, il se met en mémoire et se projette dans l'action. Deuxièmement, une fois que j'ai cette perception, forcément, j'ai l'attention qui va être focalisée sur certaines parties. Donc ça, peut-être qu'il faut le préparer. C'est de la même manière, pour mémoriser, il faut préparer l'attention, le motiver et préparer l'attention pour qu'il puisse bien faire. Et ensuite, se dire, cette mémorisation, en fonction du contexte, elle sera évaluée, soit au travers d'états somatiques ou soit au travers d'un raisonnement, mais elle sera évaluée. Et c'est à ce moment-là seulement que s'il a la bonne attention et la bonne évaluation, qu'il pourra encoder en mémoire progressivement les contextes, puissent passer ces contextes en mémoire sémantique pour que ces concepts deviennent abstraits. Et donc c'est un processus qui est très lent et donc il ne faut pas brûler les étapes entre guillemets et l'aider au travers justement de l'attention et de ces processus d'évaluation pour pouvoir le mettre en mémoire. Donc, dans le processus cognitif, il ne faut pas forcément, si vous voulez, tout activer en même temps. C'est justement si on focalise sur la mémoire, il faut l'aider sur les autres parties pour que justement que ce soit uniquement la mémoire qui soit travaillée. Deuxième partie, c'est la richesse de l'encodage. Donc là, il faut multiplier les modalités de présentation, orale, écrite, dans l'action, l'échange. En tout cas, on peut avoir plein de manières de faire entre pairs. Ça peut être très, très, très différent. Il faut en fait créer des représentations mentales. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de cartes mentales, mais l'idée, c'est pas que le professeur donne une carte mentale, parce que ça sera sa représentation, mais c'est que chacun fasse sa propre carte mentale sans qu'il n'y ait aucune correction. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse expliquer sa carte mentale, sa représentation. Et justement, en mettant cette carte mentale-là, ça peut être un exercice d'évaluation, de se dire, établissez une carte mentale et expliquez-la. Et l'expliquer va nous permettre de comprendre sa représentation à lui et de l'accompagner d'un point de vue cognitif. Et c'est pour ça que je parlais d'être dans l'action. Et associer l'émotion, parce que ce contexte, cette mémoire, si on met un contexte qui fait référence à des choses qu'il connaît, va permettre d'être récupéré plus facilement. Donc cette richesse d'encodage, en fait, comment on peut faciliter vers la mémoire de long terme? Donc il y a plusieurs implications. Donc il faut faire entrer dans l'émotion, comme ça j'ai un contexte qui est lié à un état somatique et je vais m'en rappeler beaucoup plus facilement, sans que ce soit une émotion, faut que ce soit une émotion positive ou quelque chose qui se souvienne, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit trop neutre, sinon il va l'oublier. Concevoir des réalisations, pas seulement des productions, c'est des fois des réalisations qui sont dans l'action. Et dernière chose, expliciter les représentations mentales de chacun pour voir quel lien il a fait avec, c'est la sémantisation, quel lien il fait avec les autres concepts. Et donc là, évidemment, ça fait encore travailler l'ensemble de l'espace de travail. Dernière chose, la création d'associations des représentations. Donc là, il faut créer des liens avec d'autres connaissances sémantiques, des connaissances personnelles et des représentations mentales. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les connaissances sémantiques intrinsèques, mais également sur les connaissances personnelles pour qu'il mette en œuvre cela face à lui-même, face à sa propre expérience. Donc chacun aura sa propre représentation, sa propre association. Et c'est important de pouvoir le mettre en évidence pour les élèves. Donc, comment on peut utiliser toute cette palette de représentations? On peut demander de les expliciter. Pour les 3 types de représentations, c'est-à-dire que d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça lui évoque? D'un point de vue purement des connaissances, ce concept, quel lien il fait? Et d'un point de vue de représentation, lui, quelle image
quelle action il associe à ce concept-là. Et une fois que j'ai les 3, je peux le faire lister pour voir s'il a bien compris le concept. Sans qu'il y ait d'évaluation au sens j'attends une bonne réponse. J'attends juste de voir s'il a bien compris et d'évaluer s'il a bien compris. Et donc ça permet à la fois un diagnostic de l'enseignant et un meilleur encodage. Parce que j'aurais fait correspondre mon encodage avec ma récupération et j'aurais demandé d'expliciter les représentations et donc d'activer en fait cette mémoire contextuelle entre guillemets pour la passer par association à la mémoire sémantique. Et effectivement, là, ça fait surtout travailler le modèle d'attention, évaluation et de mémoire. Donc ensuite, là c'était les stratégies de mémorisation, maintenant j'ai les stratégies d'organisation. Donc j'ai des objectifs et j'ai des modalités. Les objectifs c'est quoi? C'est de dire je vais structurer l'information, je vais soulager la mémoire de travail et je vais avoir la capacité à repérer la structure et à établir les synthèses des documents essentiels. C'est important de savoir dans quel but on travaille. La mémoire, l'attention, comme elles sont très liées, on ne peut pas utiliser ça de manière dans l'observation sans connaître où on va. Donc il faut regarder, premièrement, est-ce qu'il est capable de structurer l'information? Est-ce qu'il est capable, vu qu'il a structure, de soulager la mémoire de travail? Et donc de se dire, d'avoir des ressources cognitives pour analyser en fait la synthèse des éléments essentiels. Effectivement, s'il n'est pas capable de structurer l'information, il ne sera pas capable de soulager sa mémoire de travail. Et s'il ne soulage pas sa mémoire de travail, il sera incapable de synthétiser les éléments essentiels. Et donc à la fin, il sera incapable de mémoriser le concept à long terme. Donc on voit qu'il y a des éléments ici sur lesquels il devrait être évalué, ou en tout cas que l'enseignant pourrait voir si d'un point de vue cognitif, il arrive à réaliser ces 3 tâches, sans lui demander directement de lui rendre ça. Parce que ça se trouve, en fait, c'est directement qu'il n'a pas réussi à structurer l'information. Et donc ça fait fonctionner surtout l'attention et l'évaluation, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de la mémoire. Deuxième chose, les modalités. Donc les modalités, il y en a 3 types. Je peux créer des plans, des tableaux, des frises, des schémas, donc qui fait appel à la mémoire sémantique, qui fait appel à la mémoire épisodique dans le temps. Ensuite, je fais construire à l'élève sa propre représentation de l'organisation, de comment il se représente dans sa mémoire tous les liens, personnels, connaissances et dans l'action. Et ensuite, je lui demande en fait ici d'identifier qu'est-ce qui est le plus pertinent, de faire les choix et d'organiser justement dans sa carte mentale ce qui lui semble pertinent par rapport à l'objectif du cours. Donc je vais élaguer en fait entre ce qui va être d'un point de vue global tout ce qui fait référence à sa mémoire, d'essayer qui se rappelle, qui structure ça. Et une fois que j'ai fait ça, on va organiser sa mémoire dans le cadre de l'objectif du cours. C'est pour ça qu'on parle d'une stratégie d'organisation de la mémoire pour bien comprendre les associations qui sont faites, celles qui doivent être renforcées et celles qui doivent être abandonnées. Et donc ça permet au professeur de voir d'un point de vue cognitif à quel point en fait l'organisation de la mémoire elle est pertinente ou pas par rapport aux objectifs du cours et de changer ces représentations-là. Donc, 3e phase dans l'apprentissage, donc il y avait la phase présente organisation, et là c'est la répétition. D'un point de vue cognitif, la répétition, elle est très importante parce qu'elle permet en fait, elle fixe l'attention. Effectivement, si je répète plusieurs fois, mon attention va automatiquement se fixer sur un point précis. Il va aussi utiliser les fonctions exécutives, soit l'inhibition, soit la flexibilité mentale ou la mise à jour. Et pour ça, j'ai des ressources limitées. Effectivement, je ne peux pas faire attention à tout. Je ne peux pas avoir une flexibilité mentale illimitée et je ne peux pas avoir une mémoire de travail illimitée. Et donc, ces ressources limitées font que je dois fractionner les épisodes. Je ne peux pas, en fait, si vous voulez, mettre en mémoire directement tout d'un coup pour une mémoire de long terme. Donc, si je prends par rapport à une frise, je vais avoir en fait ici un premier contexte. Je vais avoir un contexte en fait avec des représentations. Une première représentation. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais renouveler avec différents contextes mais qui vont se rapprocher. Et là, de manière assez courte, c'est-à-dire qu'au début, ça peut être 1 jour, puis 3, puis 5. Je vais espacer progressivement. Et progressivement, en fait, je vais aller de plus en plus vers la sémantisation.
C'est-à-dire de regarder le concept en lui-même, est-ce qu'il a compris au long terme. Et donc, il existe, donc après je peux passer par exemple à 2 semaines et 1 mois. Donc la stratégie de mémorisation, elle passe à la fois par un contexte, par des représentations, par des associations progressives en fait d'un point de vue mental, puis après par une répétition dans le temps qui permettra en fait une mobilisation ciblée. Le but c'est vraiment d'avoir une mobilisation ciblée et de le faire se rappel dans le temps, pour que justement d'un point de vue physiologique en fait dans le temps, cette mémorisation elle soit durable sur le long terme. Qu'au bout de 3 mois en fait, on arrive souvent en fait à se dire qu'après les vacances par exemple, les élèves oublient. Tout simplement que s'ils ont vu une fois un chapitre, ils l'ont revu 1 jour après, 3 jours après, 5 jours après, il y avait un contrôle, par exemple, une évaluation, sans qu'après, il y ait à nouveau en fait une référence à ces contextes, à ces représentations dans le temps, et ça de manière durable, parce que ça c'est 1 mois, ça continue sur les années, et cette mémoire de long terme elle va se perdre. Et donc à la fin, en fait, il va vraiment effacer de sa mémoire, il va devoir réapprendre ces concepts lorsqu'il va devoir les voir. Donc, pour finir, je vais parler en fait des stratégies pédagogiques pour la mémoire. Donc, les stratégies pédagogiques pour la mémoire, en fait, possèdent différentes modalités. Effectivement, on peut apprendre soit par mimétisme. Donc, le mimétisme, c'est ce que je parlais par rapport tout à l'heure à l'observation et à l'imitation. C'est que j'essaie déjà de refaire en fait ce que j'ai vu. Deuxièmement, je ne le vois pas, mais j'ai des instructions. C'est-à-dire, je dois me représenter via une lecture ce que je dois faire. Donc, je suis toujours dans la représentation, mais cette fois-ci, elle n'est pas explicite, en tout cas au sens visuel du terme. Et ensuite, je continue par un apprentissage d'essai-erreur. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'effectivement, et en montrant comme quoi la mémoire peut se tromper, ou en tout cas lorsque je ne fais pas appel à la bonne définition ou au bon concept, qu'effectivement, là, je vais me rappeler que, tiens, la mémoire va s'ancrer en disant, va se rappeler qu'elle a fait une erreur et pour progresser. Il est très important de dire que ces deux parties-là de la mémorisation ne doivent pas prendre en compte beaucoup l'erreur. C'est-à-dire qu'une erreur est aussi, par exemple, si lorsque je fais participer des élèves, elle est autant mémorisée qu'une bonne réponse. Donc au début, en fait, je ne dis pas qu'on doit avoir que des bonnes réponses, mais c'est très important en fait que tout le monde soit dans une dynamique de réussite pour justement que tous les souvenirs soient associés à des souvenirs mémorisés qui sont en phase avec ce qui est attendu. Puis la complexification permettra d'ouvrir en fait sur l'essai-erreur. Mais il est très important qu'au début, on ne débouche pas directement sur une erreur qui fera qu'effectivement, je vais avoir certaines difficultés ensuite. L'élève va se souvenir de ses erreurs et ça va le perturber, ça va faire des interférences en fait dans sa référence à la mémoire. Et ensuite, j'ai une méthode d'apprentissage qui est l'allostérie. L'allostérie, c'est la capacité de désapprendre. C'est-à-dire, c'est que la mémoire, j'ai dit qu'elle se consolidait, elle se transformait. Et là, l'idée, c'est de se dire, au fur et à mesure, les concepts que je vais voir, ils vont se complexifier. Et donc, ces concepts-là vont devoir des fois être complètement déconstruits pour être reconstruits de nouveau. Et donc, là-dessus, il faut aussi des fois être capable de se dire, si on fait le diagnostic que les élèves n'ont pas la bonne structure d'apprentissage, en tout cas pas la bonne structure mémorielle sur laquelle je puisse m'appuyer sur mon cours, se dire que je vais tout déconstruire, ces représentations, et repartir de nouveau, faire quelque chose. Et donc, je vais faire un travail de déconstruction pour reconstruire en fait une mémoire différente, et pas sur la base de ce qui a été fait précédemment. Donc voilà les différentes stratégies pédagogiques pour la mémoire et plus globalement les processus cognitifs liés à la mémoire.